Bonjour, bienvenue à PME en action. Alors, développer de nouveaux partenariats d'affaires et trouver des clients potentiels, c'est au cœur du développement d'une PME, d'une entreprise. Mais comment est-ce qu'on fait pour amorcer une approche et susciter de l'intérêt chez un interlocuteur? Bon, il semble qu'il y a une façon très simple de le faire, préparer son elevator pitch. Alors, on va avoir la traduction et les explications avec Annie Bienvenue, ambassadrice de LIM, coach d'affaires et formatrice en communication. Bonjour. Bonjour, Madame Bienvenue. Enchantée. Enchantée également. Madame Bienvenue, tout d'abord, clarifions elevator pitch. Comment est-ce qu'il y a une traduction pour ça? Ben, j'en ai cherché une parce qu'on cherche à plus parler en français, franciser et tout ça. Et puis, en fait, l'image est tellement forte de se dire comment, monter quelques étages en ascenseur, je peux présenter ce que je fais clairement. Donc, c'est le principe du elevator pitch. Alors, de cette courte présentation pour décrire nos services. Bon, et dans quel contexte est-ce qu'on utilise ça? Est-ce que c'est seulement relégué à l'ascenseur? J'imagine que non. Non, en fait, on devrait toujours être prêt. Je veux dire, le réseautage, se présenter, ça nous arrive, on rencontre un ancien contact à la pharmacie, on nous demande « Ah, puis qu'est-ce que tu fais? » Alors, il faut toujours être prêt, que ce soit en réseautage, en présentation, on rencontre un client, on répond au téléphone, on appelle quelqu'un, un fournisseur. C'est quelque chose qu'on utilise constamment, d'avoir à résumer rapidement ce qu'on est, ce qu'on fait. Donc, si je prends un exemple comme ça, ne pas appeler, on appelle un fournisseur, un client, ne pas appeler sans savoir exactement ce qu'on veut dire et être en train d'hésiter. Donc, c'est moi, je vous appelle. Ça commence mal. Ça commence. Donc, quand on cherche souvent nos mots, sur qui on est, sur ce qu'on fait, ça dégage quelque chose d'un manque de confiance. Donc, on veut vraiment être prêt. Vraiment être prêt. Bon, et outre parler de soi-même, quel est l'objectif d'une courte présentation avec beaucoup d'impact? Ben, en fait, la première des choses, c'est qu'on veut se positionner. On veut clairement, dans l'esprit de la personne avec qui on est en train d'échanger, qu'elle comprenne qu'est-ce qu'on fait. Rapidement, on est dans quel marché, on s'adresse à qui, on fait quoi. Après ça, ça sert aussi à nous identifier, donner notre nom, l'entreprise, donc clairement être identifié et établir notre crédibilité. On a à peu près 30 secondes dans l'esprit humain pour établir notre crédibilité. 30 secondes? Ah, mais c'est pire que ça. C'est de 8 à 60 dans la première impression qu'on a pour établir notre crédibilité auprès de quelqu'un. C'est-à-dire entre l'attitude, ce que je dégage et ce que je dis, est-ce que c'est cohérent? Donc, c'est là que je suis crédible. Donc, l'inconscient humain cherche un peu l'arbitrage, cherche les disparités entre ce qui est dit puis le Exactement, physique. parce qu'il se fie au non-verbal pour créer la confiance puis la crédibilité. Donc, entre ce que je dis, si je crois en ce que je dis et ce qui se dégage, c'est cohérent, parfait, ça passe. Sinon, ce que je dis n'a aucun impact. Bon. Alors, donc c'est pour ça qu'il faut l'avoir répété, il faut être à l'aise avec ça, pas avoir l'impression qu'on parle une cassette, parce que ça marche pas non plus. Ça a beau être super bon. Quelqu'un nous l'a écrit, un spécialiste en marketing nous a écrit quelque chose, mais ça semble la cassette, ça semble froid. Ça passe pas. Donc, il faut qu'il y ait cette cohérence-là. Bon, écoutez, comment est-ce qu'on doit structurer ce 30 secondes-là? On va se mettre là, dans un contexte parfait, vraiment dans l'ascenseur. Parfait. Donc, c'est sûr que la première des choses, surtout parce que ça peut être dans différents contextes, parfois en réseautage, on nous donne 30 secondes, on est minuté, on doit faire notre présentation. Parfois, on rencontre quelqu'un, on se serre la main, tout ça. Donc là, c'est un petit peu décortiqué, mais c'est toujours sensiblement le même principe. Je commence par mon nom. Hein? On évite les « je m'appelle », je vais commencer par vous donner mon nom. Ouais, on enlève tous les mots inutiles. Donc, Annie, on met des pauses à la place pour ne pas courir. Annie Bienvenue, coach en communication. Point à la ligne. Vous pouvez donner votre nom d'entreprise, votre fonction, ça dépend du choix que vous faites. Après, là, il y a le classique. Le mode classique, c'est comme les salades, les chez Sotiba. Donc, le classique, c'est que je vais décrire ce que je suis et ce que je fais. Donc, par exemple, moi, je suis coach en communication. J'offre du coaching, de la formation et des conférences sur des sujets comme le non-verbal, comme se présenter en affaires, des choses comme ça. Donc, je décris ce que je fais. Ça, c'est classique. La crémeuse, celle qui est plus attrayante, souvent plus attirante. Ah, moi, je suis traditionnelle pour les sons avec les salades. Alors, la crémeuse, pour ceux qui préfèrent, en fait, c'est mon choix, c'est-à-dire, c'est que je vais vous expliquer ce que vous allez acheter de moi, ce qui est beaucoup plus attrayant. Donc, je vais vous parler dans votre langage au lieu de vous expliquer ce que je suis. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte? Moi, j'aide des gens d'affaires à avoir de l'impact quand ils prennent la parole, à être plus présents près de leurs parents pour réduire leur cycle de vente, puis faire plus d'affaires avec plaisir.
Je fais ça à travers du coaching, de la formation et des conférences. Ça devient secondaire, ce que j'offre. Mon service devient secondaire, mais ce que je vends, je le mets en premier. Donc, en résumé... ce qu'on vend dans l'optique de ce qui peut être agréable à l'autre personne, de ce qui peut lui plaire. Pas juste moi, je veux le blablabla. Qu'est-ce qu'il va acheter? Et ça, pour trouver ça, posez-vous la question, appelez vos bons clients, demandez-leur, qu'est-ce que tu aimes acheter de moi? Pourquoi tu fais affaire avec moi? Qu'est-ce que tu aimes? Et c'est ça que les gens recherchent. Ils cherchent de la sécurité, ils vont acheter de l'assurance parce qu'ils veulent dormir l'esprit en paix, parce qu'ils savent qu'ils ont de la protection s'il arrive quoi que ce soit. Je dois vous arrêter là, Annie, parce qu'on s'en va à la pause, mais en tout cas, vous serez là avec nous pour la deuxième partie de l'entrevue. Oui. Merci énormément. Ça me fait plaisir. Au revoir. On poursuit à PME en action. Deuxième volet de notre entrevue, eh bien, on va parler, vous allez voir, un peu de navires et de les brûler. Ça semble bizarre, mais ça ne l'est pas. Alors, quand on a le projet d'abandonner le navire pour lancer une start-up, eh bien, ça peut ne pas être difficile, ça peut l'être un peu plus. Pour avoir tous les trucs pour ça, on rejoint Nectarios Economakis, qui est associé chez PNR, qui a lui-même fait le saut, qui a lâché une grosse entreprise pour lancer la sienne, et pas la moindre. Commençons un peu avec votre histoire. Vous avez laissé Google quand même. Hein? Oui, effectivement. J'ai passé 4 merveilleuses années chez Google. J'étais le premier employé au Québec du côté développement des affaires. Et donc, vraiment une belle expérience. C'était un peu comme un start-up au début où j'étais tout seul. Il fallait développer le marché. Travailler à Google m'a permis d'avoir accès à l'information très privilégiée et une connaissance du marché. Mais j'ai vu une opportunité de vraiment aider les entreprises québécoises d'une façon plus approfondie, dont la raison dont j'ai quitté. De vraiment les aider à faire un virage vers le numérique et d'incorporer la technologie dans leur planification stratégique. Évidemment, c'était un peu difficile et laisser les repas gratuits, évidemment, me manque énormément. Ah oui, oui, j'imagine. Il va peut-être être aussi la température. Je m'excuse du focus là-dessus ces temps-ci, mais à San Francisco, c'est peut-être... Oui. Ils sont pas à San Francisco. Ils sont en Californie, oui. Ils ont des bureaux à San Francisco et à Mountain View. Très bien. Bon, mais revenons, parce que dans le texte que vous avez envoyé, vous parliez de brûler ces vaisseaux à la Hernán Cortés au Mexique lorsqu'il est arrivé. Sa seule façon de convaincre, en fait, ces marins de rester et de bien performer et d'effectuer cette conquête du Mexique, c'est qu'il n'a pas le choix là, de rester là. Il a complètement brûlé les navires. Alors, donnez-nous un peu l'analogie avec laisser une grande entreprise. Oui, absolument. L'analogie, je crois, c'est une histoire de moi et mes associés, ainsi que ceux qu'on essaie de partir dans notre nouvelle entreprise. Donc, mes associés et moi, on a quitté nos emplois, donc des bons emplois bien rémunérés pour se lancer en start-up. Donc, on s'est dit, mais on se lance avec les deux pieds. Donc, pour cette raison-là, on a brûlé les bateaux. D'où l'analogie. Et en même temps, on dit, on essaie d'aider les entreprises à ne plus regarder derrière dans leurs anciennes méthodes de faire. Donc, vraiment utiliser, incorporer le numérique, la technologie dans leur stratégie pour avoir mieux de succès. On ne peut pas retourner à un monde pré-Internet. Donc, ça, c'est un peu le raisonnement de pourquoi on a dit on brûle les bateaux. Aussi, le nom de l'entreprise qu'on s'appelle le point de non-retour, qui est relié évidemment au fait qu'on brûle les bateaux. Est-ce que justement, quand on quitte, quand on a à se vendre et à faire peut-être un pitch et qu'on quitte une grosse entreprise comme Google ou comme Monsieur pour lancer sa propre entreprise, comment on l'explique rapidement dans 30 secondes pour le vendre? Moi, un petit truc que j'aime bien quand on a de la difficulté à cibler notre angle, c'est de commencer avec moi, ce qui me passionne dans ce que je fais. En général, ça engage beaucoup. Donc, dans ce cas-ci, ce qui me passionne, c'est d'aider des entreprises à passer à l'ère numérique, à changer leur manière de faire, à devenir meilleures puis plus près de leurs clients. Donc, ça pourrait être une manière d'intégrer susciter l'intérêt. Bon, et maintenant, qu'est-ce que vous recommandez aux gens? Parce que c'est pas facile. On passe d'un milieu qui est très corporatif, bien encadré, bien structuré. Pour faire un start-up, les lignes sont beaucoup plus floues. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui souhaitent faire le bon? Oui, absolument. Je crois qu'il faut se préparer à l'avance. Donc, c'est pas une décision qui se prend à la légère, évidemment. Donc, planifier son plan d'affaires, mettre ses idées sur papier.
S'entourer des bonnes personnes, je crois, je suis content d'avoir des associés qui sont experts dans leur domaine et on partage aussi les mêmes valeurs, qui est fondamental. Et obtenir beaucoup de feedback de ses amis, ses familles, pour savoir est-ce qu'on fait le bon choix. Et je dirais, commencer à travailler avant de quitter. Donc, dans vos temps libres, essayez de travailler sur l'entreprise, comprendre si l'idée va fonctionner, va générer des clients et du revenu avant de quitter. Bon, et vous parliez beaucoup là, de votre intérêt pour aider les entrepreneurs à se numériser. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement et qu'est-ce que vous faites actuellement pour les aider à se numériser? Absolument. D'un haut niveau, on essaie d'aider les entreprises à vraiment faire le pont entre la planification corporative, donc le niveau le plus macro de l'entreprise, et la technologie et le numérique. Donc, c'est ça qui manque dans l'entreprise québécoise moyenne aujourd'hui, c'est cette vision sur le numérique, où est-ce qu'on s'en va. Donc, on le voit évidemment dans le marché des détails avec toutes les fermetures récentes. Donc, c'est vraiment un besoin très concret qu'on essaie d'offrir pour les aider à avoir plus de succès, évidemment, à augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, on pourrait dire que le Québec est en retard par rapport à sa stratégie numérique vis-à-vis en fait, les États-Unis, peut-être l'Europe, les pays en émergence. Est-ce qu'on peut dire ça? Absolument, absolument. Je l'avais vu chez Google parce qu'on avait évidemment une vision mondiale de toutes les entreprises. Le Québec, le Canada aussi est quand même en retard versus les entreprises, mais ce ne sont pas les consommateurs qui sont en retard. Les consommateurs moyens québécois sont très, très branchés, même un peu trop, je dirais. On a de la misère à décrocher. On est dans le top 3. Justement, sur la consommation en ligne, on est assez... puis il y a beaucoup d'argent qui échappe, que ce soit aux revenus québécois, aux entreprises québécoises. Il y a 60% du chiffre d'affaires du commerce électronique qui échappe aux entreprises québécoises aujourd'hui. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup trop et c'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas se permettre plus longtemps là, de laisser aller. On doit se laisser là-dessus. Je vous remercie énormément. Et puis merci pour le 30 secondes au succès et pour larguer les amarres et brûler les vaisseaux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.